Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La fille de Bibi, chez Hanouna. Macron veut qu'Émilie reste à Paris. Pendant que la France crève, c'est la République bananière. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, oui, entretien très chargé aujourd'hui. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui justement m'ont permis de le réaliser car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Princesse Parfaite, Catherine Gilles et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. L'information peut paraître légère et pourtant elle en dit beaucoup sur notre société. Tiffaine Hozière, la fille de la glorieuse et rayonnante Brigitte Macron, a désormais une chronique hebdo chez Cyril Hanouna. Et là, on peut égrener en même temps qu'Alexis Poulain. Népotisme, tabloïd, médias de cour, république bananière, joli combo. Nous ne sommes plus très loin de la Corée du Nord. Car enfin, quelle est la probabilité que cette jeune femme, Tiffaine Hozière, si elle n'avait pas été la fille de Brigitte Macron, ait obtenu ce poste de chroniqueuse chez Hanouna ? 0%. Autrement dit, elle a pris le travail de quelqu'un de plus méritant. Alors, est-ce que c'est vraiment une information sans importance ? Eh bien non, c'est au contraire le signe que cette société est malade, qu'elle privilégie les fils d'eux au détriment du mérite. Dans ma bouche, cela ne manque pas de sel. C'est cette gauche imbécile qui a tué la notion d'effort et de mérite, donc, et nous savons pourquoi, nous le voyons, pour placer ses enfants. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le recrutement de Sciences Po, les partis politiques ou les plateaux de télévision avec Nicolas Bedos, Benjamin Duhamel, Glu-Glu, Manon Aubry, Guiraud, le député de la France Insoumise, Louis Sarkozy, Ercilia Soudé et maintenant Tiffaine Hozière. Et vous pouvez bien sûr compléter la liste. Enfin, c'est fou ce que Tiffaine ressemble à son père, à sa mère, pardon. À part placer la progéniture de Bibi sur les plateaux de télévision, quelle est l'autre priorité urgentissime d'Emmanuel Macron ? Nous allons nous battre et nous allons leur demander de rester à Paris. Émilie in Paris à Rome, ça n'a pas de sens. Le sens des priorités de cet homme mérite d'être étudié. Non, ce n'est pas du Gorafi. Le poudré d'Amiens veut vraiment empêcher la série très neuneux Émilie in Paris de migrer à Rome. Il en fait une affaire d'État, on devrait dire peut-être privée. On se souvient en effet que Bibi avait joué dans un épisode de cette saison, cette année. Mon pays vous adore, la scène où Bibi Macron apparaît dans la série Émilie in Paris. Veut-il faire revenir Émilie in Paris pour que Bibi puisse encore croire qu'elle est une star ? Dans ce couple, il y a vraiment des confusions de rôles entre privé et État. Une vraie république bananière. Et que dire de plus ? Que la France croule sous la dette et que Macron a pour priorité de se battre pour une série Netflix ? Oui, il faut se pincer. Mais pour certains, Macron a trouvé son vrai combat. Macron s'est trouvé un nouveau cheval de bataille, empêcher la série Neuneu Émilie in Paris de partir à Rome. Nous allons nous battre et nous allons leur demander de rester à Paris, déclare le président. Enfin, un combat à sa mesure. Oui, à la hauteur du personnage. Mais cette confusion entre affaires privées et affaires d'État n'est, comment dirais-je, pas gratuite pour les contribuables. Brigitte Macron, combien coûte-t-elle dans le budget de l'État ? Selon la Cour des comptes, les dépenses du cabinet de Brigitte Macron liées à la présidence pour l'exercice 2023 ont coûté plus de 300 000 € à l'Élysée, alors plus exactement aux contribuables français. La présidence de la République estime les dépenses liées strictement à l'activité de Bibi à 309 484 € en 2023, soit 0,25% du budget de la présidence contre 0,28% l'an passé. Un montant et une structure de dépenses stable par rapport aux exercices antérieurs, écrit la Cour des comptes.
Vraiment, ce chiffre exclut toutefois les dépenses partagées avec son époux, telles que les frais liés au déplacement, à la garde personnelle, ainsi que l'habillement et la coiffure. Maquillage ne figure pas non plus dans ces dépenses, les 4 agents chargés de filtrer son courrier. Allez, à la louche, faut-il ajouter 200 000 euros supplémentaires? La Cour des comptes rappelle également que l'activité et les dépenses de l'épouse du chef de l'État reposent sur une coutume républicaine et non pas de fondement légal ou réglementaire. C'est pour cette raison, et aussi par souci de transparence, que l'instance contrôle chaque année ce budget dans son rapport annuel. Dans ces conditions, ne vous semble-t-il pas, en cette période d'austérité, qu'il faudrait supprimer ce poste de dépense, surtout qu'il n'a pas de fondement légal, comme vient de le rappeler la Cour des comptes? Il faut également rappeler que Bibi touche, elle, sa retraite, et qu'en plus, elle fait du placement de produits non seulement dans les magazines, mais dans la série Netflix. Brigitte Macron dans Emily in Paris, le marketing se niche dans les détails. Et oui, Bibi est une influenceuse en vêtements sac à main. Les marques de luxe rétribuent grassement les influenceuses. Combien touche Bibi? Impossible de le savoir. Secret défense. Alors vous avez Brigitte Macron, épouse du président, retraitée, comédienne, influenceuse. Brigitte Macron, c'est le mélange des genres et c'est le contribuable malgré tout qui paie. Indécent. Mais vous me ferez remarquer que Manu fait aussi du placement de produits. Mirage 2000, canon César, missiles, qu'il donne généreusement à l'Ukraine, sans rétrocommission. Et est-ce que les Français sont d'accord pour que l'on gaspille ainsi leur argent? Et Emmanuel Macron s'en vante. Vous en avez pris l'engagement. Nos militaires forment actuellement 2300 soldats ukrainiens dans le Grand Est, avec des équipements qu'ils utiliseront en mission. Youpi la guerre! La brigade Anne de Kiev sera formée et équipée grâce à la solidarité de la France. Autrement dit, sans notre avis, avec nos impôts. Ce genre de décision devrait être soumise à un référendum. Et les montants fournis à l'Ukraine donnent le vertige. Macron-Zelensky, le 10 octobre, lors de sa dernière visite le 5 juin à l'Élysée, la facture a été de 645 millions d'euros. Demain, Zelensky va arracher l'accord final de Macron sur le prêt insensé de 35 milliards concocté par Pustula, une opération de cavalerie budgétaire sans précédent. Voilà, Jupiter et Bibi sur l'Olympe, c'est guerre, plaisir et gaspillage. Et les mortels, eux, sur Terre, eh bien, ils sont sous l'eau dans tous les sens du terme. Alerte info, l'Assemblée nationale est inondée à cause de fortes pluies. Le pays coule à tous les niveaux. Dépression Kirk. Paris enregistre son plus gros cumul de pluie pour une journée d'automne depuis 1920. Ah, cette fameuse sécheresse asymptomatique. Après les inondations, les incendies. Cavaillon, petite ville du Vaucluse. Le commissariat et plusieurs voitures de police incendiées. Le feu a pris vers 5 heures du matin. Si l'origine n'est pas encore déterminée, le sinistre intervient à la suite de plusieurs opérations place nette. Autrement dit, les voyous se sont vengés. La France, c'est l'enfer. Tout semble inversé. Bientôt, les corbeaux à l'envers vont finir par voler. On y est presque, car les mafias jouent les bribris en se mettant en scène. Hallucinant. Info, fait divers. Dans un communiqué, la DZ Mafia a nié toute implication dans la mort du chauffeur VTC à Marseille, affirmant que cet incident a été orchestré pour nuire à leur réputation. Ils ont également souligné que cette vidéo rappelle les sombres années des groupes autonomistes corses. Et oui, sous Emmanuel Macron, les mafias font leur pub. Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un homme vêtu de noir, entouré d'une quinzaine d'hommes habillés de la même façon, prend la parole devant un pupitre recouvert d'un drap blanc, portant la mention DZ Mafia. La voix modifiée, il réfute l'implication de cette organisation dans les assassinats d'un adolescent de 15 ans et d'un chauffeur VTC perpétrés entre les 2 et 4 octobre 2024 à Marseille, indique le parquet dans un communiqué. Ces propos ont fait bondir le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône sur X. La mafia en conférence de presse pour rétablir la vérité. Cette mafia revendique des meurtres, sauf celui commis par l'enfant de 14 ans. On voudrait nuire à leur image. Hallucinant.
Le député Rassemblement national, Franck Alizio, a lui réclamé l'instauration d'un état d'urgence dans tous les quartiers gangrénés par le trafic. Depuis janvier, 17 personnes sont mortes à Marseille dans des narcomicides. L'an dernier, la deuxième ville de France avait connu un bain de sang avec 49 morts, la plupart liés à un conflit opposant justement la DZ Mafia à ses concurrents de Yoda. Parmi eux, 7 mineurs avaient perdu la vie selon le parquet. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est un supporter de l'Olympique de Marseille, que Marseille, c'est la vitrine de sa politique, son laboratoire, comme titraient les journaux. Cela se voit en effet. C'est un peu comme le Tourcoing de Darmanin. Une source proche de l'enquête confirme à valeur actuelle qu'une dizaine de professeurs du lycée Sévigné à Tourcoing se seraient rangés du côté de l'élève voilé qui a agressé le professeur, je vous en parlais hier. Lycée Sévigné toujours, l'enseignante qui a été frappée après avoir demandé à l'élève de retirer son voile est désormais menacée de mort et lynchée sur les réseaux sociaux. Et les élèves soutiennent la lycéenne voilée, bien évidemment, déjà connue pour atteinte à la laïcité, et vont organiser un rassemblement. Un blocage de l'établissement pourrait avoir lieu. Je résume. Une professeure est agressée dans l'exercice de sa mission. Une partie de ses collègues soutiennent l'agresseur, l'élève, pourtant récidiviste. Cette professeure agressée est menacée de mort et les élèves manifestent en soutien de l'agresseur. Oui, les corbeaux volent à l'envers. La France sous Emmanuel Macron, c'est ce professeur agressé, Samuel Paty, Dominique Bernard et tous les autres. Et la gauche, où est-elle ? C'est la principale responsable. Pour ceux qui auraient oublié, c'est Lionel Jospin qui a fait entrer le loup dans la bergerie en permettant le voile de 2 jeunes filles à Creil en 1989. Et devant cette situation infernale, qu'est-ce qui les choque, nos amis les gauchistes ? Qu'est-ce qu'elle en pense, la poissarde de l'hôtel de ville ? Paris, Anne Hidalgo scandalisée par les affiches en soutien à Philippines. Pour Anne Hidalgo, le meurtre de Philippines est un sujet, mais ce qui la glace et ce qu'elle trouve très inquiétant, ce sont les affiches à l'effigie de Philippines. Se rend-elle compte de ce qu'elle raconte ? Est-ce qu'elle aurait conservé des séquelles de sa baignade ? En tous les cas, elle est en train de transformer la devise de Paris, fluctuat net mergitur, il est battu par les flots mais ne coule pas, en je coule et je m'enlise. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, parce que c'est une socialiste, et on pourrait ajouter tous les macronistes. Ils ont l'habitude de nager en eau trouble. Alors, cet enfer français, c'est en quelque sorte leur milieu naturel, plus rien ne les choque. Passons désormais à l'héritage politique d'Emmanuel Macron. Macron, nous l'avons vu en début de cet entretien, se bat, c'est sa priorité, de faire en sorte qu'Émilie reste à Paris. Par contre, pour nos paysans, il n'y a plus personne. Intervention finale dans ce débat sur la crise agricole. Nous sommes à bout dans nos campagnes encore plus qu'aujourd'hui. Ce sénateur fait un discours et personne ne l'écoute. Plus personne n'en a rien à faire des agriculteurs. Les bancs du Sénat sont quasi vides. Oui, il y a de quoi hurler. Dans ce système d'inversion, les politiques macronistes abandonnent le primordial et se concentrent sur l'accessoire, voire le nuisible comme le progressisme. Aux paysans de leur rappeler le sens des priorités. Les agriculteurs en ont assez et vont revenir dans la rue. Les Français en ont assez des mots et veulent des actes. Tout à fait d'accord. Autre priorité des macronistes, les affaires, mais cela tourne vinaigre. Scandale des crèches privées. Le bureau de l'Assemblée nationale saisit la justice contre Aurore Berger, accusée de faux témoignages. Est-ce que la menteuse va être bientôt punie ? On l'espère et que cela puisse être le début de très nombreux procès des macronistes. Il faudra aussi s'intéresser à ceux qui s'engraissent sur l'exploitation de la misère. Oui, des socialistes ou des centristes. Jusqu'à 257 000 € de salaire. Comment d'anciens proches de Borloo et du Parti socialiste se construisent des fortunes sur l'hébergement des migrants via l'association Coalia. Crèches, logements, aide aux migrants. Tout cela est à vomir. Mais le pire héritage d'Emmanuel Macron, c'est la dette. Il y a eu, selon Geoffroy de Bézieux, ancien patron du MEDEF, une erreur de 100 milliards d'euros dans les prévisions de déficit du gouvernement.
que celui qui n'a jamais commis une erreur de 100 milliards d'euros leur jette la première pierre. Qui d'entre nous ne s'est jamais trompé de quelques petits milliards d'euros dans son budget ? Dans une société, il y aurait eu enquête, la justice serait intervenue. Et cela fait des mois que nous dénonçons dans ces entretiens toutes les magouilles d'Emmanuel Macron pour éviter que la vérité éclate juste avant les élections européennes. Cela fait des mois que nous réclamons une enquête. Va-t-elle voir le jour ? La commission d'enquête parlementaire de l'UDR va ouvrir les placards du budget de l'État pour trouver les causes et les acteurs de la déroute financière. Le dérapage de 100 milliards d'euros est historique. Le budget 2025 est insincère et sans doute entaché de dissimulation. Je rappelle que dans une entreprise privée, celui qui aurait commis une telle malversation serait déjà traduit devant la justice. En France, on demande aux Français d'éponger toutes ces malversations. Acte 1, tu supprimes la taxe d'habitation. Acte 2, tu compenses en augmentant massivement la taxe foncière. Acte 3, tu recrées la taxe d'habitation sans bien sûr baisser la taxe foncière. Ah, des génies. À cet impôt local, il faut ajouter le gel des retraites, l'augmentation du prix de l'électricité. Les Français sont tondus comme des moutons. En même temps, si je puis me permettre, trop de Français se sont conduits comme des moutons. Ils ont voté 2 fois Emmanuel Macron. Mais quelle serait l'alternative pour éviter ces hausses d'impôts ? Réponse avec Philippe Muriel. Moi, je dirais plutôt que de taper dans la dépense publique, vous voyez, pour les retraités, pour les gens qui sont en grande difficulté, je vais vous dire, il y a effectivement 10 milliards de cotisations nettes d'euros à l'Union européenne chaque année. Il y a une fraude sociale, ne l'oublions pas, de 50 milliards d'euros. C'est Charles Pratt qui le montre assez brillamment et personne n'a réussi à lui répondre. Et là, il y a des choses à faire, avec les centenaires algériens, par exemple, qui touchent des pensions de retraite à un maximum. Et donc, on a un vrai problème. On a une fraude fiscale de 15 milliards d'euros, par exemple, par le carrousel de TVA, qui est faite par le problème de la TVA comme elle est faite en Europe. On a 70 milliards d'euros d'évasion fiscale et de fraude fiscale vers le Luxembourg et d'autres pays de l'Union européenne du même tonneau, plus difficile à récupérer, mais c'est un vrai sujet. Et puis surtout, parlons des problèmes, c'est-à-dire qu'on a une caste soit complètement idiote, soit corrompue, soit les deux, mais ils ont dépensé 300 milliards d'euros pour nous enfermer pour le Covid. Vous vous rappelez, 300 milliards d'euros, ça a coûté le Covid. Entre les confinements, donc les couvre-feux pendant 2 ans, les pertes de recettes fiscales, 300 milliards d'euros. Après le Covid, il passe à quoi ? Il passe à la guerre économique contre la Russie pour la mettre à genoux. Et là, moi, j'ai fait les calculs. À partir des documents officiels de la Cour des comptes, on est à 115 milliards d'euros pour la guerre économique contre la Russie. Différentes choses, mais la chose la plus importante, 98 milliards d'euros de bouclier énergétique. Ça, le gouvernement n'en parle pas, qui est lié à la guerre économique contre la Russie, à l'explosion du prix du gaz et de l'électricité. Donc, moi, je dis, avant de taper sur les petites gens, avant de taper sur le filet social qui permet aux gens de survivre dans une société qui est quand même assez dure, remarquons-le, qu'on soit jeune ou vieux d'ailleurs aujourd'hui. Moi je dis, arrêtons les gabegies dont j'ai parlé, et il y en a d'autres, et puis arrêtons de faire n'importe quoi, ces idioties, avec 435 milliards d'euros dépensés pour le Covid, puis la guerre économique contre la Russie. On n'est pas sérieux là. Évidemment, ne plus financer l'Union européenne. Oui, cela nous coûte un pognon de dingue et cela détruit notre pays. Dernière nouvelle des méfaits de Pustula. La présidente Pustula vient menacer Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, élu depuis 32 ans, alors que Pustula a été élue par personne, elle a été choisie, et elle a plusieurs procès aux fesses dans l'affaire du Pfizergate. Mais que s'est-il passé entre Orban et Pustula ? Mais le reproche de fond, c'est bien sûr la dissidence hongroise sur le conflit ukraino-russe, dont Pustula a fait sa grande cause. Or, depuis l'invasion russe en Ukraine, la Hongrie, dépendante de Moscou pour le pétrole et le nucléaire, n'a pas cherché à desserrer cette étreinte. Au lieu de diversifier ses sources d'énergie, comme convenu à Versailles, la Hongrie a cherché d'autres moyens d'acheter des combustibles fossiles à la Russie, a rappelé Pustula. Pourquoi se compromettre davantage avec un fournisseur si peu fiable, dit-elle ? Il ne peut y avoir d'excuses, tranche-t-elle. L'Ukraine au cœur des dissensions. Le Premier ministre hongrois a retourné l'accusation, la qualifiant d'hypocrite. En 2023, vous, les pays occidentaux, avez acheté 44% de plus de pétrole brut à la Russie qu'avant. Les recettes fiscales de ces entreprises sont allées dans les caisses russes. Et ensuite, vous nous accusez d'amitié avec la Russie ?
Et pour bien comprendre l'absurdité de cette situation, l'Union européenne a payé le gaz et le pétrole russe bien plus cher, non seulement parce que la guerre soutient des cours élevés, mais parce que l'on achète en partie à l'Inde ce pétrole et ce gaz russe, et l'Inde prend sa commission au passage. Oui, absurde. Admirable courage de Viktor Orban, qui a osé tenir tête à l'arrogance d'Ursula von der Leyen, aujourd'hui au Parlement de Strasbourg. Attaqué par les fédéralistes, il a exhorté les nationalistes à se rebeller et à occuper l'Union européenne. Mais est-ce que Pustula n'a pas perdu ses nerfs? Est-ce qu'elle ne serait pas inquiète des nouvelles d'Ukraine parce qu'elles sont très mauvaises pour l'armée ukrainienne? Des images géolocalisées montrent que les forces russes ont fait des progrès substantiels en direction de Seviersk et ont capturé le village de Veknekomiansky. Les forces russes ont réussi à percer des défenses ukrainiennes sans trop de résistance et se trouvent désormais à moins de 3,85 km de la périphérie est de Seviersk. C'est l'une des parties les plus fortifiées de la ligne de front et elle a été détruite très rapidement. C'est un très mauvais signe pour l'Ukraine car cela indique que les Russes peuvent avancer pratiquement partout où ils le souhaitent. Le prochain objectif de la Russie sera probablement de s'emparer des hauteurs tactiques au nord et au sud, donc de Verkno-Kamianske, avant de rejoindre les détachements d'assaut de Vimka et d'attaquer Seviersk par le sud et l'est. La Russie vole donc de victoire en victoire. Le Figaro donne d'ailleurs peut-être une explication à cette accélération de l'armée russe. Ukraine, plus de 15 000 désertions dans l'armée depuis le début de l'année 2024, 5 fois plus qu'en 2022. Le même phénomène s'observe pour les simples abandons non autorisés d'unités. 29 984 procédures ont été ouvertes durant les 8 premiers mois de 2024 contre 17 658 pour toute l'année 2023 et 6 641 en 2022. Là encore, les valeurs ont été multipliées par 4,5 en 2 ans. Pour mesurer l'ampleur de ces chiffres, rappelons qu'une brigade ukrainienne comprend généralement quelques 3 000 hommes, parfois moins. Les 15 000 déserteurs de 2024 représentent déjà au moins 5 brigades complètes. En ajoutant à ceci les près de 30 000 cas d'abandon, on passe à 15 brigades. Si je résume, Pustula a perdu ses nerfs contre Viktor Orban. Macron bouffonne. Est-ce qu'ils sentent la fin? Parce que, aux États-Unis, il devient impossible pour Joe Biden de communiquer sur l'Ukraine. Même mieux, Joe Biden déserte lui aussi. Le sommet des principaux alliés à l'Ukraine, Ramstein, en Allemagne, prévu ce 12 octobre, a été reporté après que le président américain Joe Biden a annulé sa venue en Allemagne à cause de l'ouragan Milton aux USA. C'est la raison officielle, mais officieusement, c'est l'ouragan. L'ouragan américain Milton a démoli les plans de Zelensky. Le prochain ouragan est toujours en route et certaines personnes sont déjà à bout de nerfs. De plus, Zelensky a reçu beaucoup plus pour l'Ukraine que Biden a pu donner aux États-Unis. On a appris que le vieux Joe et son fidèle compagnon Blinken refusaient de se rendre en Allemagne où devait avoir lieu la réunion au format Ramstein le 12 octobre. La raison officielle est l'ouragan destructeur Milton qui approche des USA. La récente affaire Hélène, un ouragan qui a tué plus de 200 personnes en Floride, a causé beaucoup de problèmes aux démocrates. Les Américains ont commencé à se demander pourquoi le président s'intéressait davantage à l'Ukraine qu'à leur propre pays. Le dessin résume la situation. L'opinion américaine, on voit un pauvre garçon avec J'aime la Floride sous les eaux avec un enfant, tandis que Joe Biden préfère jouer avec le bébé Zelensky. Il est donc hors de question pour les démocrates de parler de l'Ukraine et de financement de la guerre. Est-ce que l'ouragan va changer le sens de l'histoire? Cela y ressemble. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une petite allusion aux politiques sanitaires. Ce n'est pas la faute des journalistes, ils ne pouvaient pas parler. Ce n'est pas la faute des restaurateurs, ils n'avaient pas le choix. Ce n'est pas la faute des médias, ce n'est pas la faute des politiques. On assiste à une propagande puante pour légitimer et dédouaner les lâches. À vomir. On reparle de cette question demain dans mon prochain entretien. Tu nous prépares à la montée des eaux? Non, à celle des taxes et des impôts. Très juste.
Les banquiers s'assurent que nous restions endettés. Big Pharma s'assure que nous restions malades. Les fabricants d'armes s'assurent que nous restions en guerre. Les médias s'assurent que nous ne puissions pas connaître la vérité. Le gouvernement s'assure que tout ce qui précède soit légal. Allez, on se quitte avec une pensée de Fédor Dostoïevski. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.